Alors ici, nous voilà dans la partie 2 de l'épisode dédié à Maurice Auzé. Pour celles et ceux qui entament l'écoute de cet épisode, je vous recommande, si vous ne l'avez pas encore fait, d'écouter la partie 1 parce que l'interview était tellement longue et tellement riche que je me suis dit que c'était plus simple de scinder en deux. En revanche, c'est vrai qu'il y a une manière un peu chronologique de plonger dans cette interview. Et c'est vrai que avoir écouté la partie 1 avant d'entamer la partie 2 est grandement recommandé pour que vous puissiez comprendre et vous mettre un peu au contact de Maurice Auzé, de l'architecture naturelle et puis de tout ce qui fait sa singularité et puis notre rencontre. Donc à tout bientôt si vous commencez par la partie 1. Et puis pour les autres, eh bien rendez-vous tout de suite dans la suite de cette fabuleuse rencontre et de cet épisode qui va faire, je crois, signal dans Où est le beau. Très belle écoute. Alors, est-ce que tu peux nous parler peut-être de quelques principes des espaces Sauzet? C'est-à-dire que pour être constructif dans la manière de concevoir cette architecture, j'ai cherché des principes, des bases sur lesquelles on puisse s'appuyer. Quels sont les éléments qui sont déterminants dans la création? Alors, il y a un rapport qui est fondamental, c'est le donnant-dehors. Hmm. C'est-à-dire qu'on essaye toujours, dans chacune des pièces où c'est possible, d'avoir une continuité entre intérieur et extérieur. C'est ce qu'on vit d'ailleurs en ce moment Voilà, c'est dans ce ton qu'on vit salon. là. Alors c'était une continuité. Il y a une des bases, c'est la continuité du sol, que l'intérieur et l'extérieur n'ait pas de limite. On essaye de cacher la limite entre intérieur et extérieur. C'est une des bases assez fondamentales. Après, il y a une autre base importante, c'est le contre-espace. Alors le contre-espace, c'est un espace qui est extérieur, mais qui est complètement en continuité avec l'intérieur, et malgré tout très intime. C'est-à-dire qu'il y a, généralement, c'est un mur, ça peut être de la nature, qui sépare la zone qui est mis dedans, mis dehors, et qui la sépare complètement de l'extérieur. C'est-à-dire que on peut être tout nu dans cet espace sans avoir la crainte d'être surpris. Alors c'est une pièce qui souvent est très adaptée à la continuité entre une salle de bain, par exemple, Hmm. une salle d'eau, dans laquelle on peut être tout nu, se balader même dans un petit jardin fleuri et être vraiment dans l'intimité. On ne peut pas être surpris par quelqu'un Ok. dans son intimité. On appelle ça le contre-espace, mais qui est complètement dedans-dehors, lui. Une des bases de cette recherche, c'est toujours le Japon, parce que c'est quand même dans les sites japonais que je l'ai repéré, c'est la perte de repère. Quand on entre dans un temple japonais, très vite, on perd la notion de la position dans laquelle on est dans la maison. On entre et on fait quelques pas, on a pris un ou deux virages, et on perd complètement l'origine de par où je Par où suis. on est arrivé? Ce qui crée, comment dirais-je, une inquiétude. C'est encore un moyen d'être présent au monde, d'être là. On cherche à se situer à l'intérieur des lieux et ça crée un moteur de l'être là, de la présence. Alors, les actions corporelles, alors on en a déjà parlé, mais elles sont nombreuses. C'est toujours dans l'ordre de la présence, c'est-à-dire s'assurer que le corps qu'on est physiquement bien présent dans les lieux. On utilise un certain nombre de moyens pour avoir des contacts. Au Japon, c'est relativement facile parce que les pieds nus sur les tatamis ou sur le bois, c'est déjà une présence dans les lieux assez forte. Mais souvent, ils utilisent, et je l'ai aussi utilisé, d'avoir des lieux de frottement avec le mur, où on passe au ras du mur. On est obligé d'avoir un contact. Il y a d'autres possibilités qui sont de l'ordre de la pente d'un couloir qui est légèrement en pente, dans lequel on a un allègement du corps. Donc c'est toutes les actions corporelles directes sont importantes. On n'ira pas jusque au choc auquel les Japonais sont c'est assez fréquent, c'est-à-dire avoir un endroit où on se cogne carrément. Hmm. On n'ira pas jusque-là. En fait, les actions corporelles sont à noter comme un élément d'éveil. Après,
le cadrage des vues, c'est aussi une dimension importante. On passe devant des lieux d'où l'on voit un jardin. Parfois, ça se limite à une fleur, mais cadrée dans un espace étroit, juste sur cette fleur, ou au contraire, dans un salon où on cadre la vue. Et surtout, ce cadrage est toujours sur des choses qui sont agréables à voir. Hmm. Et alors, il y a un cadrage négatif, c'est-à-dire tout ce qu'on ne doit pas voir. Donc, dans l'ensemble d'une maison, il y a une dimension de valorisation de tout ce qui vous entoure par le fait de ces cadrages. Hmm. Donc là, par exemple, dans une salle de bain ou un couloir où finalement tu n'as pas envie d'être vu de l'extérieur, mais en revanche, quand tu es à l'intérieur ou que tu te douches, tu es dans ce jardin extérieur par le biais d'une vitre, en fait. Dans les douches, on pourra avoir au sol un effet de galets juxtaposés les uns aux autres, et à l'extérieur, avoir une continuité des mêmes galets vers l'extérieur, alors qu'il y a une vitre qui vous sépare et qui est elle-même cadrée pour garder une certaine intimité. Ouais. Oui, donc en fait, c'est aussi. J'imagine que quand tu partages cette idée parfois à tes clients en disant, bah voilà, on va faire une vitre, une fenêtre, mais en fait, c'est pas une fenêtre par laquelle tu vas voir l'horizon, mais au contraire, on va te faire voir le sol. Comme ça, tout de suite, on se dit, mais est-ce qu'il y aura de la lumière qui va y arriver là, etc. Et là aussi, on n'en a pas trop parlé, mais le jeu de la lumière, enfin des ombres et de la lumière, par tous ces différents principes là que tu évoques, mais aussi, j'imagine, cette lumière un peu qui arrive, qui n'est pas la même quand tu l'as à hauteur de Dieu que quand elle se reflète sur un galet ou sur les feuilles qui sont... Alors, dans le cadrage des vues, donc, les vues voilées, ça c'est aussi un principe assez subtil. C'est-à-dire que parfois, on va avoir la vue sur un arbre dont on ne voit que une partie des espaces. C'est-à-dire, il est caché sur toute une partie de lui-même. Et on voit par la disposition des lieux qu'en avançant, on va le découvrir. Alors ça, c'est un moyen aussi de créer une dynamique de la vue voilée. On cherche à dévoiler l'objet à voir et on va avoir un mouvement pour l'atteindre. Et les vues voilées, il y a une autre dimension des vues voilées, c'est-à-dire des espaces qui se perdent dans l'ombre. C'est-à-dire que l'immédiat est très soigné, disposé d'une manière très ordonnée ou au contraire très relâché, mais vraiment dessiné. Et peu à peu, l'élément devient, en s'éloignant, devient flou, une continuité qui vous amène à ne voir qu'une partie de l'espace. Et l'imaginaire voit tout ce qui n'est pas visible, ayant la qualité de l'ordre de ce qui est visible. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais c'est vraiment un des moyens de jouer sur la perspective. Ouais, c'est magnifique. Et est-ce que, pour revenir peut-être au cadrage des vues, je ne sais pas, mais par rapport à l'ordonnancement classique ou moderne des façades, toi, du coup, l'application de ces éléments vient casser ça. C'est-à-dire que là, par rapport à l'ordre classique des choses, c'est-à-dire l'architecture occidentale est très concernée par les façades en elles-mêmes. La façade est un élément très dominant dans tout l'art classique. Là, c'est à peu près l'inverse, c'est-à-dire que au lieu que l'intérieur soit d'une certaine manière commandé par un ordre des façades, c'est au contraire l'intérieur qui commande un ordre qui est celui du cadrage des vues notamment. Et de l'extérieur, donc, on n'a pas cette obligation de l'art classique de régler les façades. D'ailleurs, la notion même de façade disparaît en elle-même. Ce sont des volumes qui sont percés, dont l'ombre et la lumière jouent sur ces volumes, mais la façade en elle-même disparaît. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la dualité occidentale de l'homme face à l'architecture, face à l'objet. Je cite toujours Versailles, pour prendre l'exemple grand classique, c'est-à-dire l'homme
face à la grandeur du roi, l'homme petit, là, mais modeste, qui regarde la beauté du roi. Et tout l'art occidental a été très basé par ça. La façade est encore très dominante par rapport au jeu intérieur. Alors qu'au Japon, la façade disparaît pratiquement totalement au profit du jeu intérieur des volumes. Mm. Et puis en plus, c'est bien à l'intérieur que nous vivons. Et c'est bien à l'intérieur qu'on vient. Et puis il y a aussi une dimension dont j'ai peu parlé. On ne rentre jamais dans un bâtiment classique au Japon. On ne rentre jamais par les façades. On rentre par un endroit latéral où on s'aperçoit qu'on est rentré que quand on trouve devant une porte, alors on est passé de l'ensoleillement extérieur progressivement dans l'ombre de l'intérieur, presque sans s'en apercevoir. On est déjà couvert par un toit au moment où on arrive vers la porte. Mm. Et les portes sont elles-mêmes pas fermées. C'est-à-dire c'est un treillis de bois, c'est très souvent une transparence qui maintient l'intimité de l'intérieur sans qu'on puisse voir vraiment l'intérieur. Alors ce jeu des trames de bois a été très exploité justement par le mystère que ça crée. C'est-à-dire on voit l'intérieur, on ne voit qu'à la moitié de l'intérieur et il faut faire un détour pour voir l'intérieur, à quel intérieur ça correspond. Alors l'effacement des limites, on n'en a pas parlé. Ouais, l'effacement des limites, dernier principe. Ouais. L'effacement des limites est un élément important dans l'architecture occidentale. Intérieur et extérieur sont très limités par tradition. Mm. On est dedans ou on est dehors. Le Japon, c'est toujours l'entre-dedans et dehors. On essaye d'avoir le sentiment d'être dehors alors qu'on est déjà dedans. Ça, c'est une des données. Et pour y parvenir, il y a une des données qui est importante, c'est l'effacement des limites, c'est-à-dire le lieu où il y a une baie pour séparer l'intérieur de l'extérieur va être exactement dans le prolongement des sols. Les veines du bois vont avoir une continuité entre dedans et dehors, de manière à ce que on sorte ou l'on rentre sans avoir l'impression de franchir une limite. Alors ça va même plus loin, ça va même que dans les jardins, quand il y a un pavage, et souvent c'est utilisé par les galets notamment, où les galets rentrent dans la nature et sont de plus en plus denses, ou parfois de moins en moins denses, pour pénétrer dans la nature. Donc même le jardin, entre la pelouse et le minéral dans lequel on est installé, la continuité est parfaite. Il y a une rupture qui est progressive qu'on ne perçoit pas. Et est-ce que tu peux nous parler aussi de comment tu traites les toits, les toitures? Oui, les toitures, enfin, ça c'est un peu une traduction de ma part, parce que dans les temples, mais souvent c'est le cas, les toitures descendent très bas vers le sol, de manière à créer une ombre qui protège les sojis. Le Japon traditionnel est en papier. Les baies se ferment au froid par des baies qui sont en papier. Alors il faut absolument protéger ce papier de la turbulence extérieure, notamment de la pluie, et dans un pays où il pleut beaucoup. Alors les avancées de toit sont très fortes, très larges, et le dedans-dehors aussi est important, c'est-à-dire qu'il y a un espace qui est vraiment dans le prolongement du dedans, qui est juste séparé par des parois de papier tendu, et on a vraiment une impression de continuité entre intérieur et extérieur. C'est très joli. Et aussi, du coup, parce que donc là, on est quand même au bord de la Méditerranée, donc toi, tu utilises beaucoup de tuiles. Et en revanche, donc c'est vraiment les pentes, il n'y a pas de toit plat. Enfin, c'est une succession parce que peut-être que ce qu'on n'a pas vraiment dit, et pour nos auditeurs, peut-être, en tout cas, on peut le reposer ici, c'est que beaucoup de tes maisons, tu les as réalisées sur un déjà là. Oui. Donc ça veut dire qu'il y avait aussi déjà des toits. Parce qu'on peut se poser la question, pourquoi est-ce que par exemple tu n'as pas fait des toits plats ou des choses comme ça, tu vois? Oui, on a un phénomène dans le sud de la France. Le maximum des terrains qui sont constructibles sont très largement occupés.
ce qui amène beaucoup de nos clientèles à avoir la contrainte d'acheter des terrains avec des maisons déjà construites. C'est-à-dire une maison est là et on nous demande de faire un état, soit de démolir carrément ce qui est construit, soit de l'utiliser au maximum. Et en général, on essaye d'avoir le parti de conserver tout ce qui peut conserver et de travailler avec ce déjà-là. Donc, il y a un exercice qui est assez contraignant d'une certaine manière, d'utiliser les murs. Et un des gros avantages, c'est d'utiliser la nature. C'est-à-dire que ces maisons ont vécu, ont un passé avec des gens qui ont marqué le paysage environnant. Donc on va utiliser tout ça pour le réintégrer dans une dimension nouvelle. Ça a une grosse importance par le fait même de notre position d'architecte dans le sud de la France. Mais ça s'est produit aussi dans des régions beaucoup plus lointaines que le sud, où la réutilisation de maisons existantes n'est pas, on ne le considère pas comme une contrainte vraiment négative, parce que au contraire, on essaye de saisir le vécu de ces maisons pour en faire autre chose, pour l'organiser autrement, mais que le vécu et cette continuité qui n'existait pas entre le dedans et le dehors soit l'essentiel de cette rénovation. Oui, et puis comme tu dis, aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup de personnes peuvent percevoir ça comme une contrainte de ne pas avoir une page blanche, alors qu'en réalité, il y a aussi cette histoire des murs, cette histoire que toi tu lis d'ailleurs quand tu arrives. Oui, puis il y a une dimension aussi écologique, si on peut dire. Oui, bien C'est sûr. souvent d'être obligé de démolir des choses qui pourraient être réutilisées. Donc on cherche à en utiliser le maximum pour ne pas avoir cette tragédie de démolir un vécu déjà marqué sur les murs de ces maisons. Et d'ailleurs, là, cette question un petit peu des matériaux écologiques, entre guillemets, parce que c'est vrai qu'on pose cette question, enfin aujourd'hui, cette question se pose, avec quoi on va faire architecture, avec quoi on va même bâtir, même quand c'est à partir d'un déjà là. Quelle est toi ta vision un petit peu de tout ça, entre dans le sud, le fait qu'il fasse très chaud, ça va pas s'arrêter demain, et justement, ce que tu nous expliquais juste avant, peut-être ces avancées que tu fais avec les toitures, etc. Comment est-ce que la gestion de la chaleur et de la fraîcheur se fait? Mais là, je pense au point de vue de la gestion, comme tu dis, de la déperdition des calories et aussi également de l'excès de calories, parce que quand on ouvre très largement les baies pour avoir cette association avec le paysage, on pourrait craindre d'avoir des déperditions énergétiques importantes. C'est le cas. On ne peut pas dire que les glaces soient des éléments isolants. Donc, quand on a beaucoup de glace, on a une perte certaine d'énergie. Mais enfin, d'une part, les glaces sont doubles et maintenant on commence à faire des glaces triples, c'est-à-dire dans lesquelles il y a trois verres. On n'a pas eu l'occasion encore de l'utiliser, mais on arrive à avoir des glaces de grande importance, de grande largeur, tout en ayant une déperdition assez réduite. Mais malgré tout, il y a plus de déperdition que si on construit un mur isolé, c'est certain. Mais comme notre but est quand même de s'ouvrir au monde, s'ouvrir au paysage, s'ouvrir à la nature, les grandes baies nous sont absolument indispensables. Même on fait des baies qui sont même en angle, c'est-à-dire qu'on a en même temps un effet d'angle droit ou un angle biais par lequel on peut ouvrir une pièce très largement sur la nature, mais toujours couverte par un toit. C'est-à-dire que la descente des baies descend suffisamment bas pour qu'il y ait une ombre qui protège, crée un espace mis dedans, mis dehors, qui associe bien l'intérieur de l'extérieur, qui est vraiment le but à atteindre nécessaire. Et après, ce qu'on partageait aussi, c'était que le soleil étant plus bas l'hiver et plus haut l'été, Ah oui, tu veux parler des angles du soleil. Là, il y a un réglage à faire.
qui est vraiment un réglage qu'on pourrait qualifier de scientifique, c'est-à-dire suivant les saisons, on a un angle d'accès de la lumière et du soleil qui est assez changeant. Quand on a un terrain qui est plein sud, on le gère relativement facilement. Quand on a des façades qui sont complètement à l'est ou complètement à l'ouest, on essaye de travailler avec la lumière en essayant de quand même capter le sud quelque part et son soleil, mais parfois nécessairement dans une orientation qui n'est pas la meilleure par rapport à l'ensoleillement. Donc on essaye de travailler avec un trou dans le toit, par exemple. On a des toits qui sont ouverts au ciel pour un espace mis dedans, mis dehors. Quand c'est des espaces intérieurs, on a souvent l'effet du patio intérieur, c'est-à-dire un jardin intérieur qui est bordé de glace et qui donne le sentiment d'avoir un jardin complètement à l'intérieur, alors qu'à l'extérieur, toute la maison est orientée avec des orientations peu ensoleillées, alors qu'à l'intérieur, on va avoir à midi un soleil formidable. Est-ce que, parce qu'en fait finalement il faut avoir vécu soi-même ou avoir s'être rendu compte, parce qu'en fait c'est tellement loin en réalité de ce qu'on connaît, toutes ces astuces que toi tu as vues et tous ces principes, mais est-ce que notamment les personnes aujourd'hui qui établissent que ce soit les normes ou alors les... Parce que là on en parlait en off, mais tout ce système avec ces pentes des toits, etc., vu que bah, voilà, on le sait aujourd'hui, ça n'est pas pris en compte. Est-ce que l'invitation pourrait pas être faite à tous ces gens qui font des normes de venir voir, venir ressentir, venir avoir ces émotions pour changer quelque Oui, il y part? a une inadaptation, disons, des calculs des spécialistes, parce qu'en fait, nous sommes soumis à des règles qui sont plus ou moins récentes, mais qui deviennent de plus en plus sévères, de la réglementation des déperditions d'énergie par les maisons, par les ouvertures, par la manière dont est constituée la maison. Donc, l'isolation des murs, tout ça, c'est merveilleux. On a des possibilités d'isolation très, très fortes et pas très coûteuses. Dans ce domaine, nous n'avons pas de problème. Par contre, sur l'ouverture des baies, on a des problèmes qu'on essaye de limiter. Par exemple, on peut dire que des grandes baies ouvertes au soleil va produire une obligation de tempérer l'intérieur par l'air conditionné, par exemple. Ça, ce qu'on essaye d'éviter le plus souvent, par le fait qu'on fasse les fameuses avancées de toiture dont on parlait, qui permettent d'avoir de l'ombre, d'avoir le soleil pendant tout l'été. Si le soleil apparaît à l'intérieur, c'est de bon matin, notamment dans les orientations sud, c'est de bon matin, mais très vite, le soleil va être complètement écarté des façades, donc il y aura très peu d'échauffement de la maison par le soleil. Donc on est plus vulnérable par les problèmes intérieurs d'hiver, où la déperdition est quand même forte, malgré qu'on ait des glaces de plus en plus isolantes, avec des doubles verres et bientôt des triples verres qui sont déjà utilisés dans les pays du Nord, mais qui vont être progressivement adaptés à des grandes baies comme les nôtres. Toi, ici, il y a pas la clim. On déteste la clim parce que la deux, on ne peut pas nier, c'est très agréable en été d'avoir une pièce Oui, plus fraîche, qui reste fraîche. Mais la sensation de la clim, moi, je trouve que c'est pas agréable. Mais par contre, elle oblige à être entièrement fermée. C'est-à-dire, notre grande ouverture sur la nature est complètement niée quand on a la clim. C'est complètement nié puisque tout l'été, on est obligé de garder les baies complètement fermées. Et on pallie à ça par des ventilations en plafond, c'est-à-dire des ventilateurs qui sont installés au plafond et qui rafraîchissent l'air par le courant d'air, ce qui est très agréable pendant l'été. Et en même temps qui permet de garder tout le reste de la maison très ouverte avec un courant d'air artificiel créé par les brasseurs d'air. On arrive un peu à la fin de notre échange.
En fait, je trouve que ce qui est à la fois magnifique dans tout ce que tu racontes et à la fois complexe pour peut-être des étudiants qui sortiraient d'école d'architecture, etc., c'est que, bon, là, on en parle, tu racontes tes émotions, mais c'est vrai qu'on voit les images, on voit les photos dans tes livres, tout ça. Mais rien ne remplace le fait de vivre un exemple d'une de tes maisons, d'un de tes espaces, pour comprendre véritablement, profondément dans nos cellules, ce qui se passe. Parce que si on ne l'a pas vécu dans nos cellules, je trouve qu'il manque quelque chose à l'explication. Et c'est là où c'est à la fois la grande puissance et le génie de ton travail, et en même temps ce qui fait peut-être que certaines personnes vont le comprendre intellectuellement, mais ça va rester à la phase du mental. Et aussi, on a compris que c'est ton expérience à toi et c'est l'expérience du concepteur qui fait que la personne qui vit dans cet espace de main va pouvoir ressentir ce que lui-même a voulu ressentir. Enfin, c'est des perceptions et des émotions qui sont embriquées d'humain entre humain quelque part, donc de relation en relation. Est-ce que, tu sais, pour des personnes qui vivent dans ces espaces, tu disais l'ouverture du rien est vraiment ce que j'espère provoquer chez les hommes pour lesquels je fais des maisons. Autrement dit, pour eux, l'ouverture du tout. Ils arrivent fermés et on les ouvre à l'émotion, à une présence, à l'immédiateté. On revient un petit peu à ce qu'on disait, mais... Oui, on peut parler du rien, c'est un des thèmes des philosophes phénoménologiques. Ouais, phénoménal. C'est-à-dire que, là, il faut faire une digression qui est un peu grande. Ouvrir le rien, j'ai le sentiment toujours que quand quelqu'un arrive ici et a une émotion très forte, le rien s'est ouvert. C'est-à-dire qu'il y avait une dimension chez elle, totalement ignorée, qui s'est ouverte à son grand étonnement. Et en fait, c'était le rien. Elle avait derrière, il n'y avait rien. Et brusquement, elle s'aperçoit qu'il y a quelque chose qu'elle ignorait totalement d'elle-même. L'ouverture du rien est un grand thème d'un certain nombre de philosophes. Et si on attaque, c'est un grand sujet, quoi. C'est un grand sujet. En tout cas, ce rien, c'est l'ouverture vers quelque chose qui peut être le tout, en fait. C'est ça que tu essayes de... Et ce qu'on retrouve dans les vues, dans le jardin, dans avoir tout dans... C'est-à-dire, c'est ouvrir le rien, c'est ouvrir la personne. C'est-à-dire que si je fais la digression essentielle, c'est celle que étudie Augustin Berg au travers des études faites par un Allemand qui a fait des études sur les animaux. Il montre comment le lézard est pauvre en monde. C'est-à-dire que le lézard a 2 ou 3 dimensions où il atteint le monde. Il y a son ventre, il y a les effets de chaud et de froid, d'ombre et de lumière. Il a 4 ou 5 indications, la sensibilité à une mouche qui passe et les vibrations qui l'éveillent. Et si on prend chacun dans l'essence des animaux, il y a un éveil de plus en plus grand vers 2 ou 3 sensations supplémentaires. Nous, on est dans le même cas. C'est-à-dire qu'on est sensible à un certain nombre de données, mais en nous, il y a d'autres dimensions. Et ce sont ces dimensions-là qu'on ignore, qu'on peut qualifier de ne pas exister, de ne pas être, qui s'ouvrent à nous. Et ça, c'est vraiment le fond même de cette architecture, c'est-à-dire ouvrir à des dimensions qu'on ignore. Alors j'aimerais peut-être tu le placeras ailleurs, mais j'aimerais quand même souligner un certain nombre de données qui sont d'ordre historique, si je puis dire, c'est-à-dire que l'Occident s'est ouvert beaucoup à la philosophie et surtout à tous les arts, notamment grecs, qui ont orienté complètement notre vision du monde. C'est-à-dire que la sensibilité grecque est basée essentiellement vers la qualité des temples, notamment des temples grecs qui ont été l'image des dieux imaginés par les Grecs qui sont au ciel et qui regardent vivre les humains.
Chaque dimension de l'art classique a une référence vers cette divinité, ce monde supérieur. Notamment, le nombre d'or en est l'image. Il y a des nombres quand on arrive à créer un objet avec ces nombres, il est beau. Et ça, cette dimension-là, le Japon ne l'a jamais connue. Était toujours complètement absent à cette dimension-là. Ils ont beaucoup lutté pour rester complètement séparés de cette dimension occidentale par rapport au beau et au pas beau. Alors que eux, leur beau a toujours été la nature. Donc, j'ai le sentiment que on arrive à une limite dans laquelle on va être obligé, toutes les données de notre civilisation, va être obligé de s'ouvrir vers autre chose que qu'a été la civilisation née de la Grèce. Bah, je partage grandement cette invitation, parce que c'est une invitation quelque part que tu fais, non? Quelle est la question qui se pose aujourd'hui aux architectes? Est-ce qu'ils doivent prendre parti? Est-ce qu'ils sont invités à se positionner là-dedans? Est-ce qu'ils sont invités à nourrir leur rapport au monde autrement? Oui, je pense que c'est un problème fondamental de l'enseignement, notamment de l'enseignement de l'architecture, c'est de mettre de côté cette culture, ne pas la nier. On ne peut pas nier la culture, notre culture gréco-romaine, il n'en est pas question, mais qu'elle ne soit plus l'origine absolue de toute valeur esthétique. Il y a d'autres valeurs, et je pense que il y a peut-être d'autres que le Japon. Moi, j'ai connu le Japon, et j'ai compris que le Japon, complètement fermé à l'Occident, a développé une autre dimension de la beauté, complètement orientée sur la nature. Et quand on voit les lieux de prière occidentales qui sont complètement fermés à la nature, moi je pense, dans un de mes livres, j'ai mis l'abbaye du Toronnet en exemple, complètement fermée. J'adore le Toronnet, c'est pas une négation, j'adore le Toronnet parce que c'est un monde, c'est vraiment l'image du monde occidental dans sa perfection. Mais quand je le mets en parallèle avec un temple japonais pratiquement de la même époque, l'une est entièrement ouverte au soleil et à la nature, autant l'autre est complètement fermé et évoque Dieu autour de la musique. La sonorité, la vibration de la grande nef du Toronnet est formidable. Quand on chante là-dedans, c'est vraiment Dieu est là, la beauté du monde est là. Mais c'est un Dieu qui est au ciel. Et au Japon, c'est au contraire un Dieu qui est dans la nature. Il est présent et il est la nature. Ouais, il est dans tout. Et d'ailleurs, la petite légende, c'est un religieux amour de la nature. Oui, c'est-à-dire qu'il y a vraiment, c'est vraiment très. Alors que l'opposé, que j'ai écrit, j'avais montré l'autre image, c'est l'image de l'Occident complètement fermée à la nature et une peur. Là, il y a une peur de la nature parce qu'effectivement, la nature est dangereuse. Et le Japon l'a assumé parce c'est terrible le Japon. Ils ont eu à subir tous les tremblements de terre les plus catastrophiques qu'ils ont pu subir, et ils se sont adaptés à ce monde, à ces dieux qui sont des dieux vengeurs terribles, qui étaient ceux de la terre qui tremble, c'est-à-dire Dieu qui tremble et qui secoue leur monde. Ils l'ont adapté par des maisons qui tremblent avec la maison. On peut voir un développement de la technique du bois qui ne casse pas par les tremblements de terre, mais qui au contraire s'adapte. Donc il y a toute une adaptation à cette volonté, disons, de l'extraterrestre, du monde extérieur, pour vivre avec. Alors que nous, on a quand même eu un monde beaucoup moins hostile que l'ont eu les Japonais, et on l'a d'une certaine manière mis à côté par rapport à un monde merveilleux qui est celui d'un Dieu qu'on a muté, qui a pris différentes formes depuis la Grèce antique,
qui est toujours au ciel. Mm. Surtout, et peut-être qu'on peut, tu vas finir un peu là-dessus, parce que je me dis toujours, cette beauté de la nature et l'amour de la nature qu'il y a au Japon, cette révérence un peu qu'ils ont, c'est vrai que on l'oublie, mais notre terre aurait pu être beaucoup moins belle que ce qu'elle est. Tu vois, on aurait pu pas avoir, enfin, je sais pas, mais ça aurait pu ressembler à quelque chose de beaucoup moins beau. Et d'ailleurs, voilà, je crois que tous les programmes de recherche de la NASA et de je ne sais qui, à des années-lumière autour de nous, ils voient rien qui est l'allure de quelque chose qui nous ressemble, en tout cas dans cette beauté formelle, avec des arbres ou avec des choses comme ça. Et donc c'est vrai que ce qui peut paraître comme acquis, en réalité, si on se fait un peu le zoom out, qu'on prend un peu de recul, c'est vrai que c'est assez extraordinaire, c'est un mystère. Et puis honorer chaque jour ce mystère, voilà, par un regard, par une fenêtre en bas à tel endroit, c'est une manière d'aimer aussi quelque part ce monde et de faire circuler cette énergie. Je sais pas ce que c'est, mais en tout cas quelque chose qui est profondément en lien avec ce qui est là et pas toujours aller le chercher ailleurs ou voilà. Alors pour clôturer, Maurice, est-ce que, donc moi je partagerai dans les notes de cet épisode évidemment les références de tes livres, etc. Et peut-être juste une dernière question par rapport à un message que tu aurais pour les jeunes architectes qui sont encore soit étudiants, soit qui viennent tout juste de sortir de l'école et qui se posent beaucoup de questions. C'est-à-dire que je suis très, très heureux que j'ai encore un certain nombre d'étudiants qui s'adressent à moi venant d'un peu partout, souvent d'universités assez distantes, pour venir discuter avec moi des données qui sont proches de celles qu'on vient Hmm. d'élaborer. Maintenant, c'est ce lien au monde, à l'immédiateté de la vie avec le monde qui est l'élément crucial, l'élément essentiel. C'est de permettre cette ouverture de soi-même et éventuellement des gens à une dimension qu'ils ont en eux mais qu'ils ignorent. Bah merci beaucoup, merci infiniment pour tous ces moments passés à tes côtés, ces 2 jours ici, et pour tous ces Ça, partages. c'est toi et moi, c'est nous et Ouais. Et merci pour ce partage-là avec les auditeurs. ben moi, je te remercie d'avoir. Moi, ce qui m'a étonné, c'est de trouver en toi une oreille aussi ouverte à ce genre de dimension. Je me suis demandé si c'était. Je lui ai posé la question tout à l'heure de savoir si c'est elle qui est comme ça, qui s'adaptait pour être plus proche, disons, de l'interview, ou bien si c'était sincère, que c'était exceptionnel la proximité qu'elle ressentait avec nous. Ah oui, ça m'a fait bizarre quand tu m'as posé cette question. Mais en même temps, c'est vrai que bah voilà, c'est un peu incompréhensible finalement ce qui s'est passé hier et cette rencontre. Enfin, même avant, parce que en préparant cet épisode, je savais que, je sais pas, quelque chose se passerait de beau, qui dépasse quelque part le simple cadre professionnel. C'était vraiment une évidence en fait, très familière, si pure. Alors c'est vrai que voilà, hein, j'aime tous mes invités, mais il existe des rencontres plus particulières que d'autres. Et la nôtre a été de celle-ci. Et vraiment, enfin, voilà, je le redis, mais tout chez toi me semble proche, en fait. Que ce soit ta pensée, ta pratique architecturale qui finalement aboutit davantage à une philosophie de l'habitat qui, moi, Enfin voilà, je pense que c'est ça la question, finalement. Ta vision du monde, tes représentations du beau, et puis aussi tous ces questionnements que toi t'as eus et qui t'ont emmené dans cette branche, hein, la phénoménologie dont tu nous as parlé. Et ça, je crois que c'est rare finalement de rencontrer des personnes qui, dans des pratiques qui sont loin de celles des questionnements un peu existentiels a priori, parce que rapidement on est englué par des questions pratiques, techniques, d'assurance, de tout ce que tu veux. T'as jamais, 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 jamais lâché ce truc de vouloir comprendre comment ce que tu avais ressenti, ces émotions s'étaient manifestées à ta conscience, et puis sans préjugés finalement, ni idées préconçues. Donc ça, c'est aussi la grande beauté, la grande ouverture, voilà, que j'admire hein, chez toi. Et puis ce que je peux te dire aussi, c'est que maintenant que j'ai goûté aux espaces Sauzet,
je me dis comment je vais faire en fait ailleurs que dans des espaces pensés par toi pour retrouver cette sensation qui est difficilement explicable avec les mots. On a essayé de vous faire goûter, la chère auditrice et auditeur, un petit peu à tout ça, mais c'est à la fois, en tout cas pour moi, ce que je te disais quand je suis arrivée chez toi et que j'ai cette immense émotion, j'ai eu l'impression de toucher un peu du doigt comme ouais, quelque chose qui était vraiment la paix, quoi. Comme si on pouvait tout déposer, en fait, vraiment les masques, les armes, etc. Et c'est assez, voilà, ça va rester un peu énigmatique et j'adore que ça reste mystérieux parce que je pense que ça rejoint évidemment tous ces questionnements ici de mystère de la beauté du monde. Et c'est parce qu'on ne sait pas l'expliquer aussi que c'est beau. D'ailleurs, je crois aussi que, et puis je terminerai pas là par là, mais que ton épisode va faire signal hein, pour moi dans ma ligne éditoriale. C'est sûr, hein, c'est une évidence. Et merci vraiment Maurice de nous avoir permis de comprendre qu'il existe une architecture qui est enseignante sur nous-mêmes quelque part. Et ça, je pense que voilà, moi je vais me poser et bien réfléchir là-dessus parce que c'est peut-être ça aussi le rôle de cet art de l'architecture, nous permettre de nous retrouver, de nous rencontrer aussi nous-mêmes et le monde dans des espaces voilà, qui n'ont, aussi petits soient-ils, aussi qui n'ont rien à voir finalement avec des choses à ajouter en fait. Et que cette expérience-là d'une architecture enseignante est possible si on veut bien laisser entrer tout ça et si on perçoit aussi ce process un peu de maïeutique que les parcours, que le fait de se mouvoir dans ces espaces, que le mouvement, le mouvement de notre corps, dit de la pratique de ces espaces finalement. Donc voilà, merci pour tout ce cadeau. J'espère que voilà, celles et ceux qui ont écouté jusqu'ici, ben ça va sûrement être aussi pour vous un besoin juste après de poser aussi tout ça parce que c'est très riche tout ce qu'on s'est dit. Ça nous emmène vraiment à des endroits où on n'a pas trop l'habitude d'aller. Et je trouve que c'est super de pouvoir là aujourd'hui, après plus de 6 ans d'interview, arriver ici. Tu vois, je crois vraiment que je suis à la bonne place, je suis au bon endroit avec toi, qu'on est nous tous au bon endroit avec toi aussi, Maurice. Et ça, c'est vraiment un super cadeau, un super cadeau qu'on se fait tous et que ça va colorer grandement, je pense, plein de pans de nos vies de manière consciente ou inconsciente, hein, ça c'est sûr. On mettra donc toutes les infos dans les notes de cet épisode. Et je voudrais préciser là, juste avant qu'on se quitte, que tu as passé le flambeau à Camille, qui est dans ton agence depuis une grosse dizaine d'années, que tu as initié à l'architecture naturelle. Et bien plus encore, en fait, c'est un compagnonnage, j'ai l'impression, de plusieurs années, de beaucoup aussi d'expérience, de ressenti, pour que Camille, elle aussi, soit quelque part née au monde à travers ta manière et les concepts que tu as posés de l'architecture naturelle. Donc évidemment, et pour notre plus grande joie, c'est toujours possible d'avoir des espaces Sauzet aujourd'hui. Voilà, et je partagerai dans les notes de cet épisode les coordonnées de Camille pour que vous puissiez rentrer en contact avec elle si jamais le cœur vous en dit et que vous souhaitez voilà, explorer cette voie de l'architecture naturelle pour vos projets, que ce soit aussi individuel ou plus hein, d'ailleurs. Aujourd'hui, je pense que l'architecture naturelle va devenir un peu comme une clé de voûte d'une bascule de pas mal d'architectes aujourd'hui qui ont envie de relier l'émotionnel, les sensations, notre corps avec la manière dont on habite et considérablement amplifier l'expérience d'habiter un intérieur. Donc voilà, je voulais bien préciser ça. Aujourd'hui, tu as fait en sorte que ce soit qu'un début et que finalement tout ça se propage infiniment. C'est vraiment tout ce qu'on souhaite à l'architecture naturelle aujourd'hui. Et puis, bah voilà, je le redis, mais en faire l'expérience et là, voilà, on est en plein dedans. On en a parlé pendant tout cet épisode, mais en réalité, je pense que ce n'est rien à côté de l'expérience, voilà, vous-même par le corps. Donc ça, c'est ce que je peux vous dire, c'est que c'est bien plus grand que ce que vous pouvez même imaginer là en nous écoutant. Voilà, donc vous retrouverez les contacts de Camille et puis je partagerai aussi votre compte Instagram. Et puis bah voilà, il me reste une énième fois à te remercier pour tout ça et puis à espérer que ça inspirera des tas de personnes et des tas de créatifs et qui pourront eux aussi, avec leur sensibilité, avec leur histoire, etc., nous permettre d'élargir ce champ de l'habitat
et de nous permettre de vivre de nouvelles expériences en habitant des espaces autrement. Voilà, merci beaucoup, beaucoup. Et hop, juste, je vous partage une toute petite info avant qu'on se quitte. Je partagerai la semaine prochaine pour les abonnés un podcast qui sera dédié à un débrief en réalité de toute ma rencontre avec Maurice Auzé. Et donc là, je vous emmènerai parce que vous doutez bien que cette rencontre a ouvert un champ vraiment nouveau pour moi. C'est un nouveau format dans lequel je partagerai avec vous tout ce qui ressort en fait pour moi de l'épisode et tout ce que j'ai envie de qu'on mette un peu en lumière et des choses sur lesquelles ensuite on va pouvoir échanger, peut-être aussi mener un petit peu cette réflexion plus systémique sur le beau. Donc ce sera des analyses un petit peu en vue d'aigle de ce que je ressors de plus intense, les plus beaux enseignements en fait de mes revues de presse sur ces personnes et des échanges et surtout de tout ce qui s'est passé en dehors de l'interview elle-même que je partagerai du coup avec vous dans ces endroits-là. Voilà. Je vous embrasse, j'ai hâte de vous faire découvrir ces nouveaux formats. À très très vite sur les ondes.